quelqu'un qui appartient à l'association depuis longtemps et qui est un vieil ami est venu me voir et m'a dit « Ah, évidemment, le Pérugin, c'est pas Marcel Duchamp, c'est pas le moment des pirouettes intellectuelles. » Bon, voilà. Donc j'étais prévenu à l'avance, et donc voilà. C'est vrai que c'est très curieux. Le Pérugin appartient à ses réputations, mais elles le sont toutes en histoire de l'art. On a célébré cette année le 400e anniversaire de la mort du Gréco à Tolède en 1614. Je vous rappelle qu'en gros, entre 1614 et 1908, personne n'a parlé du Gréco, qui était considéré comme un peintre fou. Donc voilà. Si Roberto Longhi n'avait pas lancé une entreprise de réhabilitation de Caravage dans les années 30, probablement nous ne regarderions pas Caravage comme nous le regardons maintenant. Et au contraire de cela, vous avez des gens qui ont fait les beaux jours du goût et de la critique d'art. Je vous rappelle que le peintre favori du roi Louis XIV était un peintre bolonais, élève des Caraches, qui s'appelait Guido Reni. Et Louis XIV avait utilisé le prénom de Guido, qui veut dire guide tout simplement, pour le faire le guide du goût, effectivement, à son époque. Pérugin a été un peintre très très regardé et très apprécié. Il ne l'est certainement plus autant aujourd'hui, ça c'est clair. Et nous allons essayer de voir dans quelle mesure cet oubli est justifié, peut-être en partie, un peu injuste probablement aussi. Pérugin, dont vous voyez ici le seul autoportrait que nous ayons, je vous préciserai plus tard où est cet autoportrait, vous devinez compte tenu des fissures sur l'autoportrait qu'il s'agit probablement plutôt d'une fresque que d'un tableau. Pérugin n'a jamais eu au fond la part facile. Quelqu'un l'a décrit comme un dangereux incroyant, fasciné par une seule chose, l'argent, et entiché d'une femme jeune qu'il couvrait de bijoux et de cadeaux, et pour lequel il faisait des toiles un peu, ou des fresques un peu, si je puis dire, en série, et voilà. Alors, le personnage qui a été d'une rare gentillesse avec Pérugin, c'est évidemment ce personnage-là, c'est-à-dire Giorgio Vasari, le premier grand historien d'art du monde occidental, celui qui a donc publié à Florence en 1550 ce qu'on appelle les vite, les vies des plus excellents architectes, peintres et sculpteurs italiens de Cimabue, etc., etc. Bien. Et incontestablement, la vie de Pérugin, dont Vasari s'accorde à reconnaître l'extraordinaire capacité de travail, la vie de Pérugin n'est pas une des plus courtes que Vasari ait insérée dans son magnum opus, mais c'est probablement une des moins aimables. Alors il ne faut jamais oublier que Vasari vit, à tort ou à raison, au milieu du XVIe siècle, dans le souvenir d'une sorte d'Éden perdu de la peinture. Pour lui, la peinture a été à son sommet un siècle auparavant. Et ce sommet unique a conduit, de par son existence au milieu du XVe siècle, à une lente mais inexorable dégradation de l'art de peindre dans les décennies qui ont suivi. Ce sommet, évidemment, a un nom. Et vous voyez probablement ici, gravé dans cette pierre qui est la marche d'un trône sur lequel quelqu'un est assis, les lettres Opus, Petri, De Borgo, SCI, Sancti, Sepulcri. Alors, Sancti Sepulcri, c'est Santo Sepolcro, et ce Pierre qui vient du bourg de San Sepolcro, c'est bien sûr Piero della Francesca. Pour Vasari, il y a eu un miracle dans l'histoire de l'image occidentale, au moins au moment où il en parle, et ce miracle, c'est évidemment Piero. Probablement, je suppose, nous identifions tous plus ou moins Piero à ce tableau, appelé la flagellation d'Urbino, puisqu'elle a été réalisée pour
le commanditaire qui s'appelait Frédéric de Montefeltre, le duc d'Urbain, peut-être le personnage le plus remarquable de la première Renaissance italienne. Et ce tableau rassemble probablement les deux grandes qualités que Vasari honore chez Pierrot et qui font pour lui de Pierrot le peintre parmi les peintres. La première chose, c'est la maîtrise totale et absolue de la perspective. C'est-à-dire cette idée que grâce à une maîtrise mathématique, géométrique, le tableau donne l'illusion parfaite de la profondeur, de la troisième dimension, dans un espace plan. Vous le savez, Léon Battista Alberti, premier grand théoricien de la peinture à Florence dans son De Pittura, dit « Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un tableau? C'est une boîte dont on a enlevé un des quatre côtés, ce qui fait que nous avons l'impression de pouvoir voir à l'intérieur de la boîte. D'ailleurs, à la limite, si nous pouvions enjamber le bord de la boîte, nous pourrions aller nous promener dans la boîte. » Et cette illusion d'un espace fin, habitable, par une présence humaine réelle, c'est une des deux choses qui fascinent évidemment Giorgio Vasari. L'autre, je vous remontre ici brièvement évidemment cette extraordinaire maîtrise. Vous retrouvez ici, est-ce que c'est le Christ, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Là, je ne vais pas me lancer maintenant dans la controverse tonographique et interprétative sur, voilà, mais vous voyez un personnage qui est flagellé, bien sûr, avec un spectateur de dos extrêmement important parce qu'il ponctue la série des plans qui creusent l'espace de façon totalement convaincante, et cette flagellation s'opère sous le regard, probablement, au commandement de quelqu'un. Et la perspective est tellement parfaite qu'on peut imaginer une vue d'en haut. C'est-à-dire qu'on peut avoir une sorte de vue dominante de l'espace dans lequel se déroule effectivement la flagellation, avec la grande colonne centrale surmontée de l'idole, les pieds du Christ, les pieds effectivement des deux flagellants, le pied du personnage vu de dos, et puis le trône avec le personnage. Donc cette sorte de maîtrise absolue de l'illusion perspectiviste qui permet par un travail mathématique de creuser de façon illusionniste un espace plan par une troisième dimension totalement vraisemblable. Deuxième chose, qui je crois est capitale pour Vasari, c'est cette idée que Pierrot unit deux qualités qui ne seront plus réunies chez personne ensuite. Ces deux qualités, ce sont d'un côté virtus, la force, la tenue, la maîtrise, et venustas, la beauté. Donc cette alliance de virtus et venustas, pour Vasari, c'est ce qui constitue, avec la maîtrise de la perspective, la spécificité de Pierrot. Donc, vous le savez, pour ceux d'entre vous qui éventuellement m'ont accompagné un jour ou l'autre à Urbino, Urbino a vu au début, au milieu du XVe siècle, la production de 3 toiles tout à fait extraordinaires qu'on rassemble volontiers sous le titre de 3 vues de cité idéale. Là aussi, je ne vais pas vous infliger la controverse critique sur les 3 vues des cités idéales. Certaines personnes pensent qu'il s'agit de projets de décors de théâtre, d'autres, etc., peu importe. Mais ce qui est clair, c'est que vous avez la représentation, là, d'un espace perspectiviste totalement maîtrisé. Alors, ces 3 vues ont longtemps été attribuées à Piero della Francesca. Aujourd'hui, la critique n'est plus d'accord sur ce point. Elle les attribue à un génie polymorphe éblouissant, siennois, qui s'appelait Francesco di Giorgio Martini, qui est à la fois peintre, sculpteur et architecte en particulier militaire, spécialisé dans l'art des fortifications. Et Francesco di Giorgio Martini, comme Piero della Francesca, était au service
de Frédéric de Montefeltre. Donc on pense maintenant que ces vues un peu trop rapidement attribuées à Piero sont en fait de Francesco di Giorgio Martini. Vous le savez peut-être, la vue d'en haut n'est plus très visible aujourd'hui puisqu'elle est située, elle appartient à la collection de la Walters Art Gallery à Baltimore, ce qui n'est pas exactement le lieu de tous les week-ends les plus fréquents. Bien. La deuxième que vous voyez en bas ici, elle est encore in situ, elle est toujours effectivement à, Dieu merci, Urbino. Et avant de vous montrer la troisième, je voudrais vous rappeler ce que disait Marcille Ficin. Marcille Ficin, vous savez, c'est un personnage très important de la Florence médicéenne. C'est probablement l'homme qui a compris, par un dialogue avec un philosophe grec qui se trouvait à ce moment-là à Florence, dans des conditions sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, à savoir le concile de Florence, destiné à essayer de recréer une unité entre l'Église chrétienne d'Orient et l'Église chrétienne romaine pour faire pièce à la menace ottomane. Vous savez qu'en fait, bien sûr, la réunion des deux églises n'a pas été possible et que la menace ottomane s'est réalisée en 1453 avec la prise de Constantinople. Mais ce philosophe grec qui accompagnait la délégation byzantine, constituée du patriarche Joseph et de l'empereur Jean VIII Paléologue, ce philosophe grec connaissait un passage de Platon dans la République dont il pensait qu'il pouvait légitimer le prêt à intérêt contre la grande tradition d'Aristote et de saint Thomas qui interdisait le prêt à intérêt. Et Marcille Ficin est celui qui a fait basculer Florence hors de l'emprise aristotélo-thomiste pour la faire redevenir néoplatonicienne. Et Marcille Ficin, parmi bien d'autres choses, disait « À partir du moment où l'homme a réussi, par la maîtrise des lois mathématiques, à donner l'illusion visible de la création divine, c'est-à-dire de la réalité de l'espace tel que Dieu l'a créé et nous l'a confié, d'une certaine manière, par la maîtrise de la perspective, par cette idée que l'homme est capable d'exprimer mathématiquement par des chiffres la manière dont Dieu a créé mathématiquement l'univers en le chiffrant, ça je crois que c'est très très important. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris de la Renaissance ou de la première Renaissance. Cette idée qu'au fond, Dieu a créé le monde par le chiffre, par la mathématique. Et que la perspective, c'est un moyen pour l'homme de déchiffrer ce chiffrage créateur du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'à partir du moment où l'homme parvient à déchiffrer ce chiffrage créateur du monde par la mathématique, et c'est vrai que non seulement il y avait Piero della Francesca, non seulement il y avait Francesco di Giorgio Martini, mais il y avait probablement un des plus grands mathématiciens de l'époque, pas seulement mathématicien théoricien, puisque c'est aussi l'homme qui a inventé la comptabilité à double entrée, et Fra Luca Pacioli. Fra Luca Pacioli était aussi l'un des familiers de la cour de Frédéric de Montefeltre. Donc on avait là probablement ce qu'il y avait de plus avancé au niveau scientifique, au niveau mathématique à l'époque. Et Ficin était persuadé que cette possibilité de donner l'illusion de la création divine par la mathématique était le signe de la divinité de l'homme ou de la filiation divine de l'homme. Vous avez ici la troisième vue de Cité idéale, qui est aujourd'hui, vous le savez, à la Galerie des Maîtres Anciens de Berlin. Et vous voyez évidemment à nouveau cette idée d'une maîtrise parfaite de l'illusion perspectiviste, qui fait que, évidemment, la phrase d'Alberti « enjambez le bord de la boîte et allez vous promener à l'intérieur » marche parfaitement. Alors, ce mélange de virtus et de venustas n'a peut-être jamais été exprimé aussi visiblement que dans ce tableau de Piero della Francesca qui est communément appelé la Palla Montefeltre. Ce tableau avait été commandité par Frédéric de Montefeltre, que vous allez découvrir reconnaissable à son nez cassé. Je ne vais pas me lancer maintenant, enfin rapidement dans l'histoire du nez cassé. Vous voyez bien qu'il y a un problème de composition. Le
commanditaire de la toile ne devrait pas être là où il est. Il devrait être à la droite de la Vierge, c'est-à-dire pour nous, à gauche dans le tableau. Vous voyez ce que je veux dire? Le commanditaire masculin est toujours à droite de la Vierge. Or, amoureux d'une jeune fille à l'âge de 18 ou 19 ans qui s'appelait Ginevra, à laquelle il n'osait pas avouer son amour, Frédéric de Monteffeltre avait glissé dans son home lors d'un tournoi d'un petit rameau de genévrier. Ginevra, genévrier, il s'était dit, elle va comprendre, forcément. Je ne sais pas si elle a compris. Mais je peux vous dire en tout cas que le home ne fermant pas, la lance de son adversaire a trouvé son œil droit. Et qu'à partir de ce moment-là, il n'a plus été possible de faire poser Frédéric que sur son profil gauche, parce que sinon, on aurait vu effectivement l'œil aveugle. Et donc, Frédéric est ici représenté en homme de force. Il est revêtu de son armure, son casque et ses gants métalliques sont posés par terre. Et d'une certaine manière, cette force de Frédéric est incarnée à gauche ici par la puissance et la solidité de l'architecture, dont l'illusion perspectiviste, en particulier le plafond à caisson de la voûte en berceau, est tout simplement époustouflante. Et à droite, vous avez les anges qui occupent la position, évidemment, à l'arrière de la toile, mais dont vous voyez bien qu'ils sont l'incarnation de Vénustas, de la beauté. Et le tableau, effectivement, est d'une composition absolument parfaite, comme ce travail sur l'organisation de la perspective, ici, vous le montre. On pourrait rester des heures sur ce tableau, mais ce n'est pas le but du débat. La grande lamentation vasarienne, la grande lamentation de Vasari, porte sur le fait qu'après Piero, une lignée de peintres s'est intéressée à virtus, à la force. Une autre lignée de peintres s'est intéressée à la Vénustas. Et que le lien entre les deux, qui pour Vasari est une caractéristique de l'humanité essentielle, ce lien entre les deux était, du point de vue de Vasari, pour jamais perdu. La ligne de la force passe par un peintre originaire de Cortone qui s'appelle Luca Signorelli. Et vous voyez ici qu'on a une présence du physique, de l'épaisseur physique, qui est évidemment tout à fait remarquable et qui est peut-être encore plus visible dans ces magnifiques détails de visage, dont vous voyez que c'est plutôt la puissance de présence que la beauté des lignes qui fait effectivement leur attraction. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être certains d'entre vous sont venus avec moi, mais vous savez qu'il y a évidemment en Italie un lieu où le génie de Signorelli s'est parfaitement déployé. Ce lieu, c'est une chapelle votive dans la cathédrale d'Orvieto, qui s'appelle la chapelle San Brizio, qui a été commencée par Fra Angelico, mais qu'il n'a jamais achevé. Il a fait le plafond. Et après la mort de Fra Angelico, les commanditaires se sont retournés vers Luca Signorelli pour lui demander de terminer la chapelle de San Brizio, en fait de la faire, c'est-à-dire d'en occuper évidemment tous les murs. Et c'est assez extraordinaire parce que au pied des murs, vous avez des grotesques, au milieu desquels sont percés des oculi, et par ces oculi sont censés apparaître des philosophes grecs anciens, ici Empédocle, qui découvrent avec étonnement les murs tels que Signorelli les a peints. Et les murs tels que Signorelli les a peints, les voilà. C'est-à-dire que on est effectivement un tout petit peu dans Monsieur Muscle, hein, c'est clair. Voilà. Ou Musclor, ou tout ce que vous voudrez. Hein. Il y a évidemment une présence extrêmement forte du physique qui ne recherche absolument pas l'élégance, mais qui s'impose par une puissance intraitable. Et évidemment, la personne, d'après Vasari, qui est le successeur de Signorelli et pour lequel Signorelli a préparé le terrain du physique, c'est évidemment Michel-Ange,
et en particulier le Michel-Ange du mur du jugement dernier. N'oubliez jamais que Vasari est un parent lointain, mais un parent quand même de Michel-Ange, et que tout son but est de montrer que si Piero a eu une sorte de successeur, ce successeur c'est Michel-Ange. Mais même Michel-Ange n'atteint pas à cette espèce de réconciliation ou d'harmonie parfaite entre eux. Alors, je vais vous montrer un instant une flagellation de Signorelli. Il est évident qu'il y a des choses un peu troublantes. Le côté très dansant des bourreaux semble suggérer un rituel sado, je ne sais trop quoi. Quant au pagne que portent les flagellants, je m'excuse par avance de ce très mauvais jeu de mots, mais nous dirons que ça glisse au pays des merveilles. Et d'évidence, nous sommes là dans quelque chose qui a franchi d'une certaine manière une limite. Ce n'est pas du tout le monde extraordinairement chaste, en dépit de sa violence, de Piero della Francesca. Très clair. Chez Piero della Francesca, il y a une sorte de retenue qui assure une sorte de tranquillité du regard. Tout près de Città di Castello, merveilleuse ville italienne où personne ne va jamais, donc je ne saurais trop vous la recommander. Il faut surtout aller dans des villes italiennes où personne ne va jamais. Tout près de Città di Castello, vous avez en pleine campagne un oratoire qui a été décoré à fresque par Luca Signorelli. Une des fresques splendides représente une crucifixion magnifique, l'autre représente une flagellation. Et là aussi, je me demande dans quel magazine on a pris les illustrations, si vous voyez ce que je veux dire. Si on s'approche un peu, c'est assez troublant. Alors, on aime, on a un tropisme fantasmatique des fesses ou non. N'en veut à personne si vous n'avez pas ça. Mais c'est quand même un peu lourd, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors, évidemment, quand on regarde la nudité chez Pérugin, c'est quand même pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus calme. Même si on en voit plus. Mais c'est quand même beaucoup plus calme. Et vous voyez que, alors qu'ici, on était dans la masse, dans le volume, presque dans la sculpture en marche, d'où très probablement le lien que Vasari établit entre Signorelli et Michel-Ange. D'une certaine façon, la peinture sculpturale de Signorelli ouvre un chemin pour Michel-Ange. Alors que, évidemment, la peinture de Pérugin est une peinture du linéaire, de l'arabesque, du cerne, mais presque de l'aplat. Bien sûr, les personnages ont un volume, mais ce volume est extrêmement discret par rapport à. Les sujets païens, antiques, sont finalement assez rares dans l'œuvre de Pérugin, mais nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Par contre, ce que vous voyez aussitôt, c'est qu'il y a une chose qui fascine Pérugin, c'est le paysage. Vous voyez très bien qu'il y a... Pérugin est presque constamment en train d'écarter le sujet du tableau pour regarder ce qui se passe derrière, qui est probablement pour lui plus important que le récit anecdotique qu'il est obligé de tripoter pour justifier la création du tableau. Il ne faut quand même pas non plus faire de Pérugin une sorte de médiocre qui aurait à un moment eu une réputation qui s'est légitimement écroulée ensuite. En tout cas, d'autres s'y sont trompés et pas des moindres. Cette dame que vous voyez ici, c'est la même dame, peinte 2 fois. Quand même des gens qui ont eu le don de se faire tirer le portrait par des gens importants. À droite, vous savez, c'est ce petit monsieur qu'on appelle Léonard de Vinci. Et à gauche, c'est cet autre petit monsieur qu'on appelle le Titien. Quand même,
se faire tirer le portrait de son vivant par Léonard de Vinci est particien. Pas ou, mais est, si vous voyez ce que je veux dire, quand même pas mal. Alors, on l'appelle souvent la prima donna del Rinascimento, la première dame de la Renaissance. C'est Isabelle d'Este, donc famille princière de Ferrare, mariée à l'héritier de la famille princière de Mantoue, François II Gonzague, dont elle sera effectivement l'épouse. Et cette femme va réaliser quelque chose d'absolument unique, qui n'a eu lieu qu'une seule fois dans l'histoire de la Renaissance. Elle va confisquer au profit de son leadership d'influence féminin, parce que ça n'est pas évidemment une femme de pouvoir, il n'y a pas de femme au pouvoir à l'époque en Italie, mais son leadership d'influence féminin, elle va l'incarner en confisquant un des attributs essentiels du pouvoir masculin. Et cet attribut essentiel, c'est le studiolo, le cabinet d'études. C'est-à-dire cette pièce où le leader se retire, non pas pour échapper à sa responsabilité, mais pour mieux la penser. Les deux studioli les plus importants, vous le savez, sont ceux de Frédéric de Montefeltre, qui n'avait pas envisagé d'avoir 2 capitales et 2 palais, sans que chacun de ces 2 palais ait un studiolo. Encore une fois, un cabinet d'études où le leader se retire, non pas pour échapper à sa responsabilité, mais pour mieux la penser. Celui de Gubbio, vous le savez, a été démembré, a longtemps traîné dans le grenier d'une famille aristocratique de Rome, jusqu'à ce qu'un conservateur en chef du Métropolitane s'en avise, traverse l'Atlantique et vienne l'acheter. Aujourd'hui, le studiolo de Gubbio est reconstitué de façon absolument parfaite au rez-de-chaussée du Métropolitane à New York. L'autre, celui d'Urbino, est resté, Dieu merci, en place. Celui de Gubbio a été reconstitué en des facsimilés, mais on a au moins l'impression que ça donne. Et là, vous avez ce cas unique dans l'histoire de la Renaissance d'une femme qui a voulu manifester la légitimité de son pouvoir en empruntant à un registre d'attributs masculins du pouvoir cette création du studiolo. Alors, ce studiolo chez Isabelle d'Este, elle l'avait conçu décoré non pas avec des marqueteries, des intarsiers comme ceux de Frédéric de Montefeltre, mais carrément avec des tableaux. Et il a fallu à un moment que son mari sonne un petit peu la fin de la récréation. Je ne sais pas très bien comment il lui a dit ça, mais il lui a dit, écoute ma chérie, je suis très bien, magnifique, merveilleux, mais enfin, tu convoques tous ces gens-là un peu jeunes, Lorenzo Costa, le Pérugin, bon. Mais je te signale que nous avons à la maison à disposition un peintre de cour qu'on paie au mois, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. Donc, c'est bien de faire la mécène de l'art contemporain, mais tu pourrais peut-être aussi quand même, de temps en temps, faire travailler ce monsieur qui, s'il ne fait rien, est quand même payé. Donc au moins qu'il soit payé à faire quelque chose. Alors ce monsieur qui était payé, d'après François II de Mantoue, à pas faire grand-chose, s'appelait Andrea Mantegna. Et donc, vous avez dans le studiolo d'Isabelle d'Este, dont je vous rappelle qu'il est entièrement au Louvre, dans des circonstances sur lesquelles je ne vais pas m'étaler maintenant parce que nous pourrions y rester toute la soirée. Vous avez donc les 2 grands Mantegna, qui sont 2 des chefs-d'œuvre absolus de l'œuvre de Mantegna, le fameux Parnasse, hein, et Minerve chassant les vices de l'Olympe. Ensuite, vous avez effectivement 2 Lorenzo Costa, un qu'on appelle le règne de Comus, là aussi je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, et le deuxième qui est une allégorie du pouvoir d'Isabelle d'Este. Et puis, le 5e et dernier tableau, c'est le fameux combat de la chasteté contre l'amour de Pietro Vanucci, dit Il Perugino, le Pérugin, commandité par Isabelle d'Este. Alors, être commandité par Isabelle d'Este à l'époque, c'était quand même le signe d'une situation dans le monde de l'art contemporain extraordinairement privilégiée. Je ne vais pas m'attarder longuement sur ce tableau, ce n'est pas l'objet du débat, il faudrait passer très longtemps. C'est effectivement un combat extrêmement violent entre des personnages habillés qui représentent la chasteté et des personnages nus qui représentent effectivement les formes les plus charnelles, bien sûr, de l'amour. Et ce combat se déploie sur l'ensemble de la toile
avec même, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, une réminiscence d'une légende assez classique. Vous voyez ici une jeune femme dont les bras et la tête sont en train de se transformer en laurier. Il s'agit de la fameuse Daphné, poursuivie par Apollon, et qui, au moment d'être rattrapée par lui pour, je suppose, subir les derniers outrages, elle implore évidemment Junon, la déesse de la pudeur, qui la transforme en laurier pour qu'elle échappe aux prédateurs. Vous savez que c'est un thème qui a hanté le Bernin et que le Bernin a réalisé aujourd'hui encore à la Villa Borghese, probablement l'une des plus grandes sculptures de toute l'histoire de la sculpture, puisque c'est une sculpture qui, tout en étant par définition immobile, arrive à suggérer de façon époustouflante la métamorphose. Voilà, donc, alors, l'érotisme de Pérugin, peut-être un peu étonnant de la part de quelqu'un dont on nous dit qu'il avait une femme jeune qu'il couvrait d'eux, mais enfin bon, après, on ne va pas se lancer dans. Mais l'érotisme de Pérugin est un érotisme très, très, très marqué par un corps, un type de corps masculin. Et ce type de corps masculin, c'est bien sûr Saint-Sébastien. Il s'est passé, à mon avis, beaucoup de choses sous couvert de Saint-Sébastien, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Saint-Sébastien a, je ne dirais pas le dos large, mais enfin, il a au moins, voilà. Hein. Et vous êtes ici, effectivement, dans une petite église de Lombrie, tout près de Pérouges, où, évidemment, le Pérugin a réalisé une de ses compositions les plus étonnantes. Vous voyez toujours cette obsession d'une fidélité à la perspective et à l'architecture. Hein. Ça, c'est le grand héritage urbinate. D'une certaine façon, Pérugin n'abandonnera jamais cette espèce de fil rouge de sa création picturale qu'est effectivement la maîtrise absolue de la perspective architecturale, dont il se sert pour apparemment faire disparaître la nature, probablement au contraire pour suggérer qu'il faut traverser cette perspective architecturale pour aller lire la seule architecture qui compte vraiment, c'est-à-dire celle de la nature. Au fond, l'architecture n'est là que pour nous faire comprendre que sous l'apparent désordre de la nature, il y a un ordre caché et secret du monde. Et vous voyez que dans une composition comme celle-ci, évidemment, le contrapposto est absolument brillantissime, mais le contrapposto était déjà dans le corps du Christ, dans le baptême du Christ de Piero della Francesca en 1450. Et ce qu'il y a évidemment d'assez étonnant, c'est que au fond, non seulement la victime est d'une élégance éblouissante, mais les gestes des bourreaux sont eux aussi d'une élégance éblouissante. Il y a toujours chez les personnages de Pérugin le sentiment qu'ils touchent à peine terre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas enracinés, ils effleurent le sol, hein, dans une sorte de danse continuelle. Et que ça soit l'archer que vous voyez sur la gauche, ou que ce soit le personnage qui, à droite, est en train de réparer probablement la corde de son arc, vous voyez que cet art de la sinuosité des lignes, de la sinuosité suggestive, est extrêmement important chez Pérugin. C'est vraiment Saint-Sébastien qui va focaliser cette passion du corps et du corps nu. Alors évidemment, vous savez, au départ, la représentation de Saint-Sébastien doit être légitimée par quelque chose. Elle est légitimée par le fait que l'on dit que les blessures des flèches font subir le même type de douleur que les bubons de la peste. Donc, en fait, Saint-Sébastien est un saint protecteur contre la peste. Il y en a deux, on en reparlera du second tout à l'heure. Mais vous aurez remarqué ici que, là aussi, la peste a le dos large. Parce que, autant que je vois, hein, je ne vois pas, passez-moi l'expression, la queue d'une flèche. Hein. Donc là, le corps de Saint-Sébastien est offert à la contemplation, sans qu'il y ait pratiquement le moindre élément, sauf sur le côté ici. Hein. Mais il faut vraiment le chercher beaucoup. À mon avis, il y en a une là. Hein. Voilà. Mais en dehors de ça, on ne peut pas dire que les flèches brillent par leur présence. Hein. C'est clair. Et alors, par contre, ce qui est très net, c'est que le corps nu chez Pérugin n'a quand même rien à voir avec le corps nu chez Signorelli. Dans cette version qui est aux offices, on a quand même des flèches.
le contrapposto est toujours là. La nature derrière est évidemment somptueuse. Et alors vous voyez la maîtrise quand même de la perspective. Premier plan, le corps. Deuxième plan, les colonnes qui soutiennent l'arc en plein cintre. Troisième plan, l'espace entre les colonnes et le petit muret. Quatrième plan, le muret. Cinquième plan, évidemment, la nature. Tout ceci est conduit avec une maîtrise de l'espace qui est absolument étonnante. Vous voyez l'arbre qui apparaît derrière le corps de Saint-Sébastien et vous entrez dans cette espèce de, comment dirais-je, de mélange un tout petit peu suspect de douleur et de plaisir qui est d'évidence au cœur de la fascination que Pérugin ressent pour ça. C'est encore plus net dans cette version mi-corps ou tiers de corps de Saint-Sébastien, qui est à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, avec en plus un détail qui est extrêmement étonnant, c'est-à-dire qu'en fait, sur la seule et unique flèche qui s'enfonce dans le cou de Pérugin et qui déclenche à la hauteur de ses cheveux bouclés absolument somptueux qu'on voit sur l'épaule, ces gouttes de sang extraordinaires, sur la flèche est écrit « Petrus Peruginus Pincit ». Cela a été peint par Pierre le Pérugin. C'est très étonnant, ce rapport effectivement entre la flèche qui perce et qui tue et l'art de peindre, comme si la peinture était finalement toujours une mise à mort du vivant, ce qu'elle est évidemment par essence. Et alors la version la plus éblouissante, celle qui fait autorité dans tous les lecteurs de Pérugin, c'est évidemment la somptueuse version que nous avons ici au Louvre et qui a une histoire extrêmement compliquée parce qu'elle a été envoyée comme cadeau de mariage pour le mariage d'une Gonzague avec un Bourbon, et donc elle a longtemps été dans une petite église au fin fond du Massif central où il n'y a plus aujourd'hui qu'une copie et l'original est ici. Voilà. Mais c'est absolument somptueux. Il y a une sorte d'élégance raffinée, et d'autant plus raffinée qu'elle est dolente, d'une certaine façon, qui est, je crois, au cœur de la sensibilité de Pérugin. Et Pérugin introduira de somptueux Saint-Sébastien dans des compositions probablement plus classiques, qu'on appelle des saintes conversations, où généralement le centre du tableau et de la perspective est occupé par une représentation divine, très souvent évidemment une mère à l'enfant, et puis autour évidemment des personnages sacrés. Je vous signale quand même tout de suite, mais on en reparlera tout à l'heure, la présence assez étonnante d'une décoration antiquisante sur le socle où est installé le trône de la Vierge, mais nous y reviendrons. Et c'est clair que là aussi, un des aspects les plus fascinants du tableau, c'est justement cette sorte de, comment dirais-je, d'abandon à la fois sensuel et douloureux, hein, qui caractérise le visage renversé et les lèvres entr'ouvertes, effectivement, de Saint-Sébastien dans cette œuvre de Pérugin. Alors, cela dit, soyons clairs, Pérugin a commencé par faire des sous, puisque de toute façon, Vasari nous dit que c'était sa seule obsession. Comment il a fait des sous? Il a fait des sous en acceptant des commandes. Là, ici, vous avez ce qu'on appelle un gonfalon. Un gonfalon, c'est un étendard de procession. Et ces étendards de procession, qui étaient plutôt d'ailleurs des panneaux de bois qu'on portait au bout de grandes cannes, hein, cet étendard de procession, qui a été fait pour une petite ville, petit village, probablement près de Pérouge, qui est généralement représenté hein, dans le gonfalon lui-même, représente deux saints, souvent un saint militaire, à gauche San Romano, et puis l'autre grand saint protecteur de la peste, c'est-à-dire Saint Roch, qui est toujours représenté en train de montrer le bubon de la peste qu'il a contracté en soignant les pestiférés,
avant d'être rejeté par ceux qui l'a soigné, parce qu'il a contracté la peste, et d'être nourri par un chien qui lui apporte, dans le désert à proximité de la ville Montpellier, autant que je sache, où il s'est retiré, le chien lui apporte effectivement sa nourriture. J'adore le chapeau de Saint-Roch. Ce côté un peu canotier me plaît beaucoup. Voilà. Alors, évidemment, Pérugin a commencé par faire des choses qui n'étaient pas du Pérugin. C'est très clair ici que le côté un peu terreux, l'utilisation de la tempéra, les rochers très minéraux et très fantastiques qui sont probablement des souvenirs de décors, de mystères devant les porches des cathédrales, tout ça est très très manténiesque. Mantegna n'utilisera jamais un autre médium que la tempéra, même quand son beau-frère Giovanni Bellini y renoncera pour se mettre à l'huile. Et effectivement, vous voyez que dans les plis un peu minéraux des vêtements, dans le côté un peu grisé des carnations de visage et des chairs, c'est très proche, effectivement, de l'univers de Mantegna. En même temps, dans les œuvres de jeunesse, puisque c'est d'œuvres de jeunesse dont il s'agit en même temps, en ce moment, on retrouve toujours cette fascination de l'architecture. Vous avez ici l'un des deux panneaux qu'on voit à la Galerie nationale de Lombrie à Pérouges, un des deux panneaux qui représentent des miracles de Saint Bernardin de Sienne. Vous savez, Saint Bernardin de Sienne, c'était un franciscain qui était le plus grand prédicateur de son temps, alors qu'il n'avait pas de dents. Donc, on se demande évidemment comment ça fonctionnait, mais voilà, il était le plus grand prédicateur de son temps. D'où le fait qu'il est toujours représenté avec les joues creuses. Alors Saint Bernardin de Sienne, évidemment, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'art, pour eux c'est un saint un peu, comment dirais-je, aimé et de dilection, puisque, vous le savez, le très grand Daniel Arras avait formé le projet d'écrire, sous la direction d'André Chastel, une thèse sur Saint Bernardin de Sienne. C'était l'époque où il n'y avait ni ordinateur, ni clé USB, ni disque dur ou pas dur, et donc Daniel Arras, ayant dans sa voiture à Florence le seul et unique exemplaire de sa thèse en train d'être tapé, gare sa voiture dans une rue de Florence, et quand il revient quelques heures après, la voiture a été fracturée et le seul et unique exemplaire de la thèse a disparu. Hazan vient de publier ce qu'il reste de la thèse, non seulement jamais achevée, mais en plus volée de Daniel Arras, ce qui est, pour les gens qui, comme moi, ont un respect sans borne pour Daniel Arras, est extrêmement émouvant. Alors ici, c'est ce qu'on appelle les miracles post-mortem, parce que si vous voulez être saint, c'est-à-dire si vous voulez qu'on instruise votre procès en canonisation, c'est un souci qui vous honore, il faudra que vous fassiez des miracles après votre mort, mais il faudra que vous en fassiez aussi avant votre mort. On regardera ça tout à l'heure. Et là, vous avez effectivement sur un petit nuage bleu, c'est charmant, hein, Saint Bernardin de Sienne qui apparaît et qui guérit le muet qui est ici au milieu. Cela dit, c'est quand même très intéressant de voir que si vous deviez diviser la peinture, la toile, l'image en une série de 3 tiers, vous vous apercevriez probablement que le sujet de la peinture n'occupe qu'à peine 1 tiers. Les 2 autres tiers sont abandonnés à un exercice de style, de virtuosité mimétique qui reproduit effectivement une architecture. Alors il ne faut pas oublier que le fameux Piero della Francesca dont nous avons parlé a non seulement travaillé à Urbino, mais qu'il a aussi travaillé à Pérouges. Qu'il a réalisé à Pérouges un très grand polyptyque aujourd'hui démembré. Certains morceaux sont à l'Afrique, à New York. Enfin, vous savez, ça a été le grand bonheur du 19e siècle. Hein. Au 19e siècle, on s'est dit, c'est quand même un peu bête de vendre tous ces grands tableaux comme ça, qui sont faits de panneaux qui ont tous un sujet différent. On va démembrer tout ça et on va vendre tout ça séparément, comme ça. Bon. Mais aujourd'hui encore, à la Galerie nationale de Lombrie à Pérouges, vous avez l'extraordinaire partie sommitale du grand polyptyque de Piero della Francesca, qui représente cette annonciation vertigineuse, dans laquelle vous avez, entre la Vierge et l'archange Gabriel, une sorte de fabuleuse perspective de colonnes qui débouche au bout sur, effectivement,
ce morceau de marbre polychrome, avec, regardez, la qualité des ombres portées, effectivement, ici, qui sont tout à fait étonnantes. Et donc, il y avait bien à Pérouge une empreinte de la fascination pour la maîtrise de la perspective architecturale, dont, encore une fois, Vasari fait l'un des deux grands atouts de la maîtrise absolue de Piero della Francesca. Voilà le deuxième miracle de Saint-Bernardin. Une petite fille qui a eu des pépins. Le miracle est fait de son vivant. Si vous voulez votre procès de canonisation, il faudra non seulement faire des miracles quand vous serez mort, mais il faudra en avoir fait un ou deux quand même de votre vivant. Et alors, regardez ça aussi, c'est prodigieux. Là, à mon avis, c'est même plus un tiers, hein. C'est à peine un quart qui est abandonné par Pérugin à la narration du miracle. Tout le reste est un somptueux exercice de style, de perspective architecturale, débouchant, contrairement au Piero della Francesca, qui referme la perspective architecturale par du minéral, du marbre polychrome. Ici, ça débouche sur une perspective qui est peut-être encore plus parfaite que celle de l'architecture, et dont celle de l'architecture n'est là que pour, effectivement, montrer la perfection. C'est évidemment l'espace naturel qui apparaît de façon extraordinaire au fond du tableau. Le mot fond étant complètement absurde, puisque je vous rappelle que tout ceci est plat, bien sûr. Hein. Faut de temps en temps le redire, parce que, voilà, bien. Alors, Pérugin n'est pas qu'un peintre de Pérouge. Il est originaire de Pérouge, hein, où il naît effectivement en 1400, autant qu'on puisse le savoir, en 1441, si mes souvenirs sont bons, à Città delle Piave. Città delle Piave, c'est une toute petite bourgade près de Pérouge, encore aujourd'hui. Hein. Mais il travaille dans deux autres endroits, qui sont deux endroits de commande très importantes. Il ira bien sûr à Mantoue, on l'a vu tout à l'heure, mais les deux autres grands lieux de sa production, c'est évidemment Florence et c'est évidemment Rome. À Florence, vous le savez, les couvents ont la toccade de ce qu'on appelle les cenacoli. Qu'est-ce que c'est qu'un cenacolo? C'est une fresque qui est située au fond du réfectoire de la communauté monastique, au-dessus de la table de l'abbé lui tournant le dos, mais tous les moines qui sont répartis pratiquement en U, ou de chaque côté en tout cas de la salle à manger, le long des murs, tous les moines la voient, et le but, c'est de représenter la scène pour que le comportement des apôtres à table serve de modèle au comportement des moines à table, c'est-à-dire pour les amener à éviter la gloutonnerie et la gourmandise. Alors, vous avez effectivement dans pas mal de couvents, Ognissanti, Santo Spirito, San Marco, etc., vous avez partout effectivement des cenacoli. Hein. Celui d'Andrea del Castagno est probablement un des plus remarquables. Et vous avez ici celui qu'on appelle le Cenacolo della Foligno, qui a été réalisé par, effectivement, Pérugin. Vous retrouvez à nouveau cette obsession de la maîtrise de la perspective architecturale, qui est regardée de manière très Piero della Francesca. Il aurait fallu que je rapporte ici probablement, mais j'avais déjà tellement de détails ailleurs, il aurait fallu que je rapporte un détail du baptême du Christ, où on voit comment ce sont les arbres qui sont disposés pour organiser la perspective. Et vous voyez bien ici que la ligne perspectiviste des colonnes carrées se prolonge au-delà de l'architecture dans la ligne des arbres qui indique comment la perspective est composée. Et vous voyez que à l'arrière du tableau, bien sûr, il ne faut jamais laisser vide de l'espace, hein, il faut que les gens en aient pour leur argent, pour la communauté en ait pour son argent. Donc on va profiter de l'arrière pour y installer la scène de la tentation au jardin des Oliviers. Hein. Le Christ est à genoux, l'ange lui apporte le fameux calice, hein, et vous avez effectivement les disciples qui sont endormis dans un coin pendant que leur maître est en agonie. Et puis, composition classique, là aussi, du Cenacolo florentin. Saint Jean est généralement endormi à table, pratiquement sur le cœur du Christ, et de l'autre côté de la table, le seul à habiter cet espace, vous avez celui qui ne parvient qu'à peine à dissimuler la bourse dans laquelle sont évidemment installés les 30 deniers de la trahison, c'est-à-dire Judas. Donc vous avez effectivement la composition classique du... Ça, c'est la grande question de Pérugin.
Est-ce que Pérugin est un peintre original ou est-ce que c'est quelqu'un qui, en allant de centre créatif en centre créatif, est suffisamment souple et agile pour s'adapter au centre créatif et produire le genre d'image que ce centre créatif, effectivement, attend. Il n'y a qu'un seul Cenacolo dans toute la carrière de Pérugin. Ne rêvez pas, il n'y en a pas deux, il y en a un. Hein. Nous avons dit tout à l'heure que Pérugin n'est pas très tenté par les sujets antiques, païens. C'est la même chose pour le portrait, de façon très étonnante, alors qu'énormément de gens, en particulier Botticelli, qui est probablement le peintre privilégié de l'entourage des Médicis. Botticelli n'arrête pas de faire, dans les scènes sacrées, des portraits des Médicis, c'est-à-dire des portraits de ses commanditaires. Pérugin ne fait pas ça. Il y a peu de portraits dans la carrière de Pérugin, 4 ou 5 maximum. Je vous ai rapporté ici un portrait d'un de ses amis peintres, Lorenzo di Credi, qui n'est pas un peintre négligeable, mais qui n'est vraiment pas un très grand peintre, mais c'est un assez joli portrait, sauf que c'est un portrait qui privilégie une sorte de ligne un peu acérée au détriment de l'épaisseur des chairs et de la qualité des carnations. Vous voyez bien que ce portrait-là est évidemment beaucoup plus séduisant et beaucoup plus intéressant. Probablement pas réalisé par Pérugin sans un regard sur Botticelli, justement, dont il a été question il y a quelques secondes. Et puis, peut-être, son plus grand portrait, ce portrait de Francesco delle Opere, qui est un très très beau portrait, avec un arrière-plan magnifique. Encore une fois, ce qu'on peut dire d'évidence, c'est que le portrait que vous voyez là est un portrait qui correspond très probablement à une période essentielle de Florence, on va y revenir tout à l'heure, c'est-à-dire le moment où quelqu'un a dit non, non. L'Antiquité et le monde juif ne sont pas des pierres d'attente de la révélation chrétienne. La révélation chrétienne est sans commune mesure avec la sagesse philosophique de l'Antiquité gréco-latine et sans commune mesure avec la révélation que dit avoir reçu le peuple juif. Et ce personnage, c'est un dominicain qui s'appelle Savonarole. Moi, je veux bien qu'on me parle de crispation fondamentaliste dans telle ou telle religion, mais la religion catholique a eu les siennes, rassurez-vous. Et Savonarole est un parfait exemple de cette crispation fondamentaliste. C'est-à-dire qu'on a quand même, à Florence, brûlé tous les livres, ce qui est toujours une habitude déplaisante. Voilà. Donc, si vous regardez ce portrait de Francesco delle Opere, vous avez ici effectivement un petit rouleau de papier dont semble se détacher comme un petit drapeau, et sur ce drapeau est inscrit « Timete Deum ». Craignez Dieu. Ça, c'était la devise de Savonarole. Craignez un Dieu qui n'est pas rapportable à une sagesse philosophique humaine ou à une tradition religieuse qui n'est pas parvenue à la plénitude de la révélation. Alors, Pérugin est quand même quelqu'un qui s'est investi en dehors du tableau qu'on a vu tout à l'heure dans le studiolo d'Isabelle d'Este. Pérugin a le privilège, ils ne sont pas si nombreux que ça, de s'être investi dans 2 grands programmes décoratifs. Et le premier grand programme décoratif, excusez du peu, c'est la première chapelle Sixtine. C'est-à-dire que quand le pape Sixte IV crée en 1481, en fait, Pérugin n'arrivera sur le chantier qu'en 1483. Quand Sixte IV crée la chapelle Sixtine, il rassemble un groupe d'artistes. Ce groupe d'artistes est composé en particulier de Botticelli et de Cosimo Rosselli, et le chef de chantier, nommé par Sixte IV, n'est autre que Pérugin. Le programme iconographique est très clair. Il s'agit de remplir les murs qui sont sous les baies de scènes qui, d'un côté, représenteront la vie de Moïse, un certain nombre d'épisodes, qu'on appellera les antétypes, et ces épisodes seront repris en écho par des épisodes de la vie du Christ qui sont les types. Le fonctionnement type-antétype, antitypique, typique, est classique dans, effectivement. L'idée, c'est que, justement,
tout l'Ancien Testament n'est qu'une pierre d'attente du Nouveau Testament, et que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament s'est reproduit dans la vie du Christ. Alors, évidemment, d'un côté des épisodes de la vie de Moïse, de l'autre des épisodes de la vie du Christ. Et vous avez représenté ici le côté des épisodes de la vie du Christ, dont, évidemment, Pérugin a réalisé 2 de ces épisodes, l'un qui est le baptême du Christ, que vous voyez ici, baptême du Christ qui se situe évidemment sur les bords du Jourdain, avec le moment essentiel où Jean verse l'eau sur la tête du Baptiste et où la colombe apparaît, colombe de l'Esprit Saint, pour signifier évidemment. Et alors, ce qu'il y a de très étonnant, outre la qualité du paysage que vous apercevez derrière, qui est absolument magnifique, c'est que cette scène rassemble à la fois des éléments de contemporanéité de la scène, le personnage qui est en bas à droite en train de se déshabiller, suggère que cette scène qui est un instant du temps, cet instant du temps est inscrit dans une histoire, puisque quand le Christ sera sorti de l'eau, le personnage qui est en train de se déshabiller, y rentrera pour prendre sa place. Donc vous avez dans le tableau non seulement une sorte de photographie d'un instant, mais vous avez la mise en place d'un récit qu'il vous appartient de reconstituer à partir des indices qui vous sont donnés dans le tableau. Et puis vous voyez qu'à gauche, vous avez des personnages qui n'ont rien à voir avec la scène du baptême du Christ, sauf que ce sont des contemporains qui sont en train de contempler le baptême du Christ comme s'il se déroulait sous leurs yeux, et ces contemporains disent d'une certaine manière, ou on leur dit, le grand récit du salut n'a de sens que si vous êtes ses contemporains ou que si vous faites de ce récit quelque chose qui vous est contemporain. Alors, il est très clair que dans l'atelier de Verrocchio, où il a travaillé, Pérugin a rencontré un personnage qui s'appelle Domenico Ghirlandaio. Et que Domenico Ghirlandaio, que ça soit à Santa Trinita, mais surtout probablement à la chapelle absidiale de Santa Maria Novella, la fameuse chapelle Tornabuoni, commanditée par le premier fondé de pouvoir de la Banque Médicis, ça aide les sous pour faire de la commande, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez ici le fonctionnement typique des fresques de Ghirlandaio, c'est-à-dire une scène ici néo-testamentaire, vous avez Zacharie, auquel apparaît un ange, que vous voyez ici avec ses ailes, qui lui annonce que Élisabeth, bien que très âgée, va être mère. Et vous savez que Zacharie n'y croit pas, qu'il devient donc muet, et qu'il ne retrouvera la parole que quand il écrira sur une tablette le prénom de l'enfant que l'ange lui a suggéré, Yochanan, Jean. Mais vous voyez bien aussi que tous les gens qui sont là ne sont pas des Juifs rassemblés pieusement dans le temple de Jérusalem pour assister au sacrifice. Ce sont des Florentins contemporains qui assistent à une scène à laquelle ils se rendent contemporains et qu'ils rendent contemporaine pour eux, de manière à ce qu'il apparaisse clairement que le grand récit du salut n'existe que s'il nous concerne, nous, dans notre propre histoire. Ce travail de mise en relation d'un fait historique et de la contemporanéité est quelque chose que pratique donc Pérugin et qu'il a probablement vu chez Ghirlandaio avant lui, pas très longtemps avant lui d'ailleurs. La deuxième scène que nous allons regarder est une scène qui est prise sur le mur d'en face et qui représente la circoncision du fils de Moïse. Alors ça, c'est très intéressant. Quand on regarde les détails en particulier, il y a une extraordinaire beauté, des lignes courbes associées à la féminité. Et cette extraordinaire beauté, je pense qu'elle vient en partie du regard que pendant qu'il travaille, Pérugin jette sur ses petits camarades qui sont en train de travailler en même temps que lui, en particulier, bien sûr, Botticelli. Puisque vous savez que Botticelli va réaliser certains épisodes de la vie de Moïse, en particulier les épisodes qui concernent la relation de Moïse avec Jéthro et avec la fille de Jéthro. Or, vous savez probablement aussi, même si on n'est pas très sûr de laquelle des deux il s'agit, que Charles Swann ne reconnaît véritablement Odette
qu'en la reliant effectivement à ces figures féminines de filles de Jéthro de Botticelli qui sont effectivement à la Sixtine. Vous avez ici les identifications possibles de la fille de Jéthro, on n'est pas très sûr, hein, mais vous voyez à quel point ici l'art de Botticelli a pu, dans une proximité évidente, inspirer, bien sûr, le Pérugin. Vous avez cette scène étonnante de la circoncision du fils de Moïse, qui est centrale dans le tableau. Vous voyez que cette circoncision est opérée par une femme, ce qui est extrêmement étonnant, et que autour de cette circoncision, vous avez bien sûr des contemporains romains, des contemporains pérugiens, des contemporains florentins, que Pérugin connaît, et dont il n'est pas d'ailleurs sûr qu'il ne paie pas pour être dans la scène. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et alors, à l'arrière, vous avez effectivement ces somptueux décors, au rocher, là aussi, un tout petit peu artificiel, un tout petit peu carton-pâte, comme de grandes compositions rocheuses telles qu'on imagine qu'ils fonctionnaient dans les scènes de mystère devant les façades des cathédrales, et c'est évidemment, à mon avis, un des charmes de ces images de Pérugin. La troisième et dernière scène nous fait revenir évidemment à la vie du Christ, et cette troisième et dernière scène, c'est évidemment la remise par le Christ des clés à pierre. Clés dont je vous rappelle qu'elles sont deux, une en or, une en argent. La clé d'or, c'est pour ce qui est lié ou délié dans le ciel. La clé d'argent, c'est pour ce qui est lié ou délié sur la terre. Et vous voyez là aussi qu'au moment où Pierre reçoit évidemment les clés, il y a d'évidence autour de lui très proche d'autres apôtres, que par contre, dès que vous vous éloignez vers l'arrière du groupe, c'est-à-dire vers la droite de l'image, vous retombez à nouveau sur cette présence de contemporains. Et vous avez dans le visage de Jean, effectivement, une sorte d'élégance à la fois raffinée et légèrement dolente, qui malheureusement donnera naissance à ce qu'il y a de pire dans le saint-sulpicianisme par la suite. Alors, ce qu'il y a d'extrêmement intéressant, c'est évidemment la présence des arcs de triomphe, sur lesquels nous allons revenir dans un instant, présence des arcs de triomphe qui, ici, sert de décor à un autre élément du tableau, c'est-à-dire une autre scène. Vous voyez bien qu'ici, vous avez le Christ avec son auréole, qui est en train d'entrer en dispute avec les docteurs de la loi. Et l'idée, c'est que ces docteurs savants de la loi ancienne ne peuvent pas comprendre la nouvelle loi qui est la loi d'amour, dont Saint Pierre le pécheur est le docteur non savant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très net. Il y a une sorte de passage du témoin entre le pouvoir savant et intellectuel du légiste juif et le pouvoir, effectivement, de la loi d'amour, telle que Saint Pierre, dans sa simplicité de pécheur, l'a comprise. Alors, très nettement, là aussi, la présence des arcs de triomphe romains, des antiques romaines, est évidemment très importante. Et à droite, vous avez évidemment une autre scène, hein, dans laquelle très probablement il n'y a pas de présence divine à cet endroit-là. Je vous laisse admirer quand même la maîtrise du pavement, qui est absolument extraordinaire. Le pavement est somptueux. Il y a une sorte de moment de virtuosité perspectiviste éblouissante. Et n'oubliez pas que ici, la présence des architectures romaines est très importante. Ça veut dire que ce qui s'est passé en Palestine, la remise des clés à Pierre, ça se passe aujourd'hui à Rome. À chaque fois qu'un pape est élu, il prend la succession de Pierre. Cette idée que dans un monde où la réforme ne s'est pas encore accomplie, mais où des prémices de la réforme commencent à exister. Pensez par exemple à Jean Hus, brûlé à Constance au moment du concile de Constance. La réforme est dans l'air. Nicolas de Cuse, à la même époque, essaie de réformer l'Église en Allemagne. Et vous savez que Martin Luther dira que si Nicolas de Cuse avait pu réussir sa réforme, il n'aurait pas eu besoin de faire la sienne. Donc on est dans une Église qui sent la nécessité de la réforme, et donc qui sent évidemment la nécessité de réaffirmer la légitimité du pouvoir romain.
Or, ceci ne peut se faire que si l'Église de Rome est clairement identifiée à la première Église de Jérusalem. Le pape Nicolas V ne s'y est pas trompé. Il a convoqué Fra Angelico à Rome, qui y mourra, pour lui faire réaliser dans sa chapelle privée 2 fresques en bandeaux superposés, une qui raconte la vie de Saint Étienne, le premier diacre martyr de Jérusalem, et l'autre, la vie de Saint Laurent, le premier diacre martyr de Rome, pour bien montrer que Jérusalem et Rome, c'est la même chose. Ce genre de tableau, ce genre d'image, doit être lu avec beaucoup de soin. Il n'y a pas de hasard dans ce genre, évidemment, de représentation. Je passe rapidement sur les détails magnifiques du dessin des corps en mouvement, du dessin des visages, pour en venir à l'arrière-plan, évidemment, de la remise des clés à Saint-Pierre, le grand bâtiment à perspective centrale, avec effectivement ici ce somptueux élément hexagonal, la somptuosité, évidemment, de la coupole, les 2 petits narthex de chaque côté qui font écho au narthex central que nous voyons. Et c'est très clair que ce bâtiment à plan central est une sorte de marque de fabrique de la première Renaissance. C'est le moment où on se détache de l'architecture gothique, c'est le moment où on se détache d'une architecture empirique au profit d'une architecture planifiée, dans lequel la symétrie absolue du bâtiment renvoie continuellement à la symétrie du corps humain. L'homme est bien la mesure de toute chose. Et vous voyez, dans ce tableau magnifique de Pérugin, vous avez effectivement à nouveau ce plan central superbe, où Pérugin, cette fois-ci, vous montre le plan central du bâtiment comme une sorte de possibilité de focaliser à travers la porte ouverte qui ouvre sur le paysage. L'œil traverse tout le bâtiment pour aller chercher au-delà du bâtiment la nature qui est la seule architecture qui compte. Alors vous voyez que tout doucement, on est en train de s'apercevoir que probablement Pérugin dit un tout petit peu autre chose qu'une simple répétition du message orthodoxe de foi. On va y revenir dans un instant. Au premier plan, vous avez un personnage qui est en train de casser un bâton. C'est le mariage de la Vierge, bien sûr. Ce tableau, vous le savez, est à Caen. Il fait partie des très nombreux tableaux que Napoléon Bonaparte a fait voler en Italie. Ces tableaux ont pour la plupart réintégré l'Italie parce qu'un groupe de commissaires italiens, à l'instigation du Congrès de Vienne, est venu les rechercher après la fin de l'épisode napoléonien, sauf qu'un certain nombre d'entre eux avaient été envoyés dans des musées de province et que les commissaires italiens n'ont pas pensé à les demander. D'où le mariage de la Vierge de Pérugin est encore aujourd'hui au musée de Caen, où il avait été envoyé par le pouvoir impérial. Et alors, vous le savez, le personnage qui casse son bâton, c'est très clair, c'est une vieille histoire, c'est-à-dire, évidemment, la Vierge qui a été présentée au Seigneur, à Dieu par ses parents en offrande. La Vierge ne peut se marier qu'avec le consentement du grand prêtre. Le problème, vous le savez, c'est qu'elle croule telle Pénélope sous les prétendants. Alors il y a des tas de prétendants jeunes, et puis il y a un vieux schnock qui s'appelle Joseph. Alors évidemment, le grand prêtre ne sait pas trop quoi faire. Et tout d'un coup, il a une idée géniale, il dit, écoutez, vous allez couper un bâton. Ce soir, on va planter tous les bâtons devant l'entrée du temple. Demain matin, le bâton, alors on parle parfois de verge, vous voyez à quel point tout ça est évocateur, le bâton qui aura refleuri, c'est celui, le propriétaire du bâton, c'est celui que la Vierge épousera. Et alors, à la surprise générale et à la détestation absolue des jeunes et beaux prétendants, c'est le bâton du vieux schnock qui a refleuri. Et donc, elle épousera Joseph, bien sûr, ce qu'elle est en train de faire. Et alors, c'est un sujet, et ça c'est très intéressant, ce tableau fascinera un jeune homme qui est le fils de Giovanni Santi. Giovanni Santi, c'est le peintre de cour de Frédéric de Montefeltre. Il en a plusieurs, mais il en a un qui, comme Mantegna, est au moi. Des gens comme Piero della Francesca, ça vient, ça repart, Pedro Berrughete, Raluca Pacioli, Paolo Uccello, tous ces gens-là, Juste de Gand, ça va, ça vient. Mais Giovanni Santi, il habite Urbino, il a sa maison, il est installé là, il est payé au mois. Et le fils de Giovanni Santi, c'est un petit garçon charmant qui a ouvert les yeux sur la peinture en voyant la flagellation d'Urbino que nous avons vu tout à l'heure. Son père lui avait donné un prénom bizarre, il l'avait appelé Raffaello, Raphaël.
Et c'est évidemment Raphaël qui a été l'élève de Pérugin, qui a vu ce tableau et qui d'une certaine manière a probablement voulu à la fois honorer son maître et solder l'héritage en peignant sa version du mariage de la Vierge, qui est évidemment un démarquage du Pérugin. On ne va pas se lancer dans une longue analyse comparée entre les deux, ce serait trop long, mais vous voyez qu'en tout cas, il a soigneusement, alors il a un tout petit peu complexifié les choses, hein, pour montrer qu'il était encore plus fort que son patron, puisque vous voyez que le patron avait fait déjà des colonnes, enfin des narthex qui faisaient saillie. Alors là, Raphaël en a rajouté dans l'illusion spatiale, puisqu'il a fait une sorte de cercle de colonnes autour de l'axe circulaire central du bâtiment à plan central. C'est magnifique, hein. Le tableau aujourd'hui est à la Brera à Milan. Et alors, c'est maintenant qu'il va nous falloir aborder le grand lieu de la création de Pérugin. Lieu que pratiquement personne ne va jamais voir, parce que c'est dans une ville qui est hors des circuits touristiques, et que comme Pérugin n'est pas un peintre que beaucoup de gens regardent, on ne va pas voir ça. C'est un des importants programmes décoratifs de la fin de la première Renaissance. Il est situé à Pérouge, c'est ce qu'on appelle le Collegio del Cambio, qui a été commandité par la guilde des banquiers et des changeurs de monnaie de Pérouge à Pietro Perugino. Et vous avez ici la salle d'audience, c'est-à-dire la salle de, comment dirais-je, le parlement, en quelque sorte, de la confrérie de la guilde des banquiers et des changeurs de monnaie. Sur un des murs, nous le reverrons tout à l'heure, Pérugin a déposé son autoportrait, ce qui inspirera plus tard à son disciple Pinturicchio de déposer son même autoportrait sur les murs de la chapelle Baglioni à Spello. Et alors évidemment, au plafond, vous avez un certain nombre de représentations de constellations. C'est une sorte, le plafond est une sorte de ciel, dans lequel évidemment commence à s'entendre, qu'on le veuille ou non, le fait qu'il y a des gens qui sont suffisamment fous pour dire que peut-être la Terre n'est pas au centre du monde et que peut-être elle tourne sur elle-même. On n'est pas encore en 1543, on n'est pas encore au De Revolutionibus Orbium Coelestium de Copernic, mais n'oubliez pas que des gens comme Nicolas de Cuse, déjà nommé, on a des textes d'eux dans lesquels ils disent « il n'est pas sûr finalement que la Terre soit bien au centre du monde, et il n'est pas sûr que la Terre soit statique. Peut-être tourne-t-elle sur elle-même. » Et donc, l'idée, c'est qu'à ce moment-là, le ciel, dont on croyait connaître l'architecture, deviendrait un lieu illisible où les clés de lecture ne nous appartiendraient plus. Deuxième détail, vous reconnaissez ici, autour de chacun des médaillons qui est identifié avec une des planètes, hein, vous reconnaissez ici un décor à la grotesque. Or, beaucoup d'historiens d'art, je ne suis pas un historien d'art, mais je répète bêtement ce que j'ai appris, beaucoup d'historiens d'art vous disent que la grotesque apparaît après que Raphaël et son atelier se soient lancés vers 1505-1506 dans les fouilles de la Domus Aurea de Néron. Comme la Domus Aurea de Néron était enfoncée dans le sol de Rome sous des couches stratifiques créées par le temps, pour l'atteindre, il avait fallu créer des tunnels. En rentrant dans ces tunnels, on avait l'impression de rentrer dans des grottes. Et quand on a redécouvert cette peinture antique qu'on avait complètement oubliée, on a appelé ça des grotesques. Et donc, ce qu'il y a d'étonnant ici, c'est que ce que vous voyez là a été fait vers 1497-1500. Donc ça infirme un tout petit peu cette idée que la grotesque n'est revenue dans le programme décoratif qu'à partir de 1500. Et là, vous avez effectivement des tas d'éléments de plafond. Alors ensuite, évidemment, quand on revient au mur, on a des passages obligés. Ce n'est pas possible que dans une guilde médiévale, vous n'ayez pas effectivement une référence chrétienne. Et donc vous avez une nativité qui est accompagnée bien sûr par des bergers en adoration. Vous n'avez pas de crucifixion, ça ferait un peu tristoun si vous voyez dans ce genre d'univers. Donc vous avez ce qui est à la fois une crucifixion, mais une crucifixion anti-crucifixion, c'est-à-dire la transfiguration.
Vous savez que traditionnellement, les théologiens, les exégètes disent qu'est-ce que c'est que la transfiguration? Le Christ prend les 3 disciples avec lui pour leur dire, vous inquiétez pas, quand dans quelques jours vous me verrez dans la merdouille, ça n'est qu'un mauvais passage à passer. Hein. Je m'en sortirai. Hein. Et c'est ça la transfiguration. Il s'agit de rassurer les troupes avant d'affronter le grand moment difficile. Et donc, plutôt que de représenter la crucifixion, on représente ce qui va permettre, pendant la crucifixion, de se dire « ça ne durera pas ». Et alors, le plus intéressant, évidemment, c'est le fait qu'à ces représentations religieuses inévitables s'ajoutent d'autres types de représentations, qui, elles, sont modernes à cause de leur retour à l'antique. Hein. L'innovation est toujours fille de mémoire. C'est-à-dire qu'ici, au lieu des 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, vous avez la réapparition des vertus cardinales telles que Platon les avait annoncées dans la République. C'est-à-dire que nous passons de la figure dominante du saint à la figure dominante du héros. Et du coup, ces 2 figures ici, à gauche, serpent et miroir, la prudence, à droite, glaive et balance, la justice, ces 2 figures sont associées de manière très étonnante, non plus à des saints, mais à des sages ou à des héros militaires de l'Antiquité gréco-latine. Ça, c'est fondamental. Pour nous, aujourd'hui, ça peut paraître ordinaire. À l'époque, c'est un changement complet, c'est un changement de paradigme. On n'est plus effectivement dans une société dont les valeurs sont des valeurs religieuses et dont les leaders naturels sont des figures de saints. On est dans une société qui privilégie des vertus venues de l'Antiquité et dont les figures sont des sages et des héros. Et alors, évidemment, vous avez ces sages et ces héros, je ne vais pas vous les détailler tous parce qu'on passerait la nuit ici, hein, mais vous pouvez probablement, effectivement, lire leurs noms. Le personnage central, par exemple, ici, au milieu, c'est Socrate. Hein. Et en tout cas, ils sont au pied de la justice. Et alors, ce que j'adore, c'est ça. C'est-à-dire les chapeaux. Il y a quand même chez Pérugin un art, effectivement, de la distanciation humoristique par rapport au système de valeurs un tout petit peu compassé qu'il est en train de mettre en place, qui est assez étonnant. Et de l'autre côté, bien sûr, vous avez d'autres représentants de cette combinaison, disons, du philosophe, du poète, du juriste et du héros. Et de l'autre côté, quand vous passez, vous avez à nouveau effectivement les 2 vertus cardinales en haut, la massue et le bouclier, c'est la force, la femme qui verse de l'eau dans un récipient, c'est la tempérance, et vous avez à nouveau effectivement ces figures assez extraordinaires de sages et de saints. Le personnage central ici, c'est Périclès. Il est très peu probable que Périclès se soit promené dans la Grèce du 5e siècle avec ce genre de bitos, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est... Et vous voyez, ça, c'est quand même tout à fait étonnant. Il y a chez Pérugin une capacité, effectivement, à la distanciation que je trouve tout à fait étonnante. Hein. Vous avez au milieu ici Léonidas, et je dois dire que j'adore le chapeau de gauche, les casques de gauche et de droite, sous la figure de la force. Donc vous voyez, le saint a disparu au profit d'un héros, héros qui peut être un héros intellectuel ou militaire. Les 3 vertus théologales, foi, espérance et charité, ont disparu au profit des 4 vertus cardinales, la force, la prudence, la tempérance, la justice. L'image la plus extraordinaire, c'est celle-là. Parce que quand vous commencez à regarder, vous vous apercevez qu'en fait, sont mélangées des figures féminines et des figures masculines, et que les figures féminines sont des sibylles du monde païen, gréco-latin, et les hommes sont des prophètes de l'Ancien Testament. Et alors, si vous avez suivi des cours d'histoire de l'art, ce que je n'ai pas fait, ça s'entend, vous vous dites, ah, mais ce que j'ai appris sur le plafond de la Sixtine, la manière dont Michel-Ange fait soutenir le plafond de la Sixtine par une alternance entre des sibylles du monde païen et des prophètes de l'Ancien Testament. Ça existait déjà 15 ans avant au Collegio del Cambio. Et vous voyez, c'est là où on est véritablement dans l'originalité de Pérugin. Pérugin, de manière beaucoup plus discrète que Michel-Ange, je vous remets ici la Sibylle de Libye à gauche et le prophète Isaïe par Michel-Ange. Mais Michel-Ange
bien sûr, mais le Pérugin avant avait montré que ce qui fait la Renaissance, c'est la vision d'un christianisme supporté par deux piliers convergents, une sagesse païenne qui se manifeste par les Sibylles et une sagesse juive qui se manifeste par les prophètes. Et que le christianisme, ça n'est que la synthèse finalement de ces deux sagesses. Alors là aussi, vous avez une Sibylle qui a un chapeau que j'adore. Hein. Vous avez ensuite, évidemment, un roi David qui est assez étonnant. Et vous avez, comme toujours, ces poses des pieds qui sont étonnantes et qui laissent toujours à supposer que les personnages du Pérugin ont été saisis, arrêtés au milieu d'une danse. Et je trouve, personnellement, qu'on a là, ici, un des plus beaux visages de femmes qu'on ait jamais fait dans la Renaissance italienne. Ça, c'est clair. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que tout seul, dans sa niche, sans aucun contact avec qui que ce soit d'autre dans le programme iconographique, vous avez ce personnage tout seul qui s'appelle Caton, c'est-à-dire la figure du stoïcien romain, héritier du stoïcisme grec. Et donc vous avez cette idée que peut-être au-delà même des Sibylles et des prophètes, vous aviez des gens qui, philosophiquement, étaient parvenus à une sagesse qui dépassait peut-être déjà la sagesse révélée du christianisme. Alors, je ne peux pas m'empêcher d'attirer votre attention ici sur un livre. Ceux d'entre vous qui suivent le séminaire sur Shakespeare, vous m'avez entendu nommer déjà Stephen Greenblatt. Stephen Greenblatt, c'est celui qui occupe la chaire d'humanité à Harvard en ce moment. Il a publié un livre sur Shakespeare qui s'appelle Will in the World, qui vient d'être traduit en français par une de mes anciennes élèves qui est venue présenter le livre au séminaire Shakespeare au début de l'année, et il s'appelle chez Flammarion en ce moment Will le Magnifique. Et chez Flammarion, vous trouverez un autre livre écrit par Greenblatt qui s'appelle Quattrocento, livre magnifique qui raconte effectivement l'histoire de ceux qu'on appelle en anglais les book hunters, ceux qui sont partis au début du XVe siècle à la recherche de manuscrits, de livres antiques perdus dans les monastères, en particulier du monde italien et du monde germanique. Et le héros de ce livre est un personnage réel qui s'appelle Poggio Bracciolini. Et Poggio Bracciolini a découvert dans une abbaye allemande, enfin germanique plus exactement, qu'il n'a jamais nommé, mais dont on pense que c'était l'abbaye de Fulda, il a découvert un texte qui était complètement oublié et qui est le De Natura Rerum de Lucrèce. Livre qui évidemment est le grand livre de la théorie atomiste épicurienne, qui dit que la seule chose qui est infinie, c'est la matière, que la matière est faite d'atomes, qui s'assemblent de manière évidemment aléatoire pour créer des formes temporaires, par exemple chacun d'entre nous est un assemblage temporaire d'atomes. Quand ces atomes décideront de se séparer pour aller créer ailleurs d'autres formes temporaires, ce sera ce que nous appelons l'expérience de la mort, et qu'il n'y a donc pas finalement ni de vie avant ni de vie après, il n'y a qu'une seule vie, c'est la vie précaire de ces assemblages eux-mêmes précaires, et évidemment cette théorie atomiste épicurienne a complètement bouleversé évidemment la première Renaissance italienne, une fois que le livre de Lucrèce a été rapporté par Bracciolini à Florence et diffusé dans les cercles humanistes de Florence. Alors le livre en anglais s'appelle The Swerve, l'embardé, et en français on a choisi un titre plus tranquille qui s'appelle Quattrocento. C'est absolument fascinant. Si vous voulez lire un extraordinaire roman policier intellectuel, comment les gens partaient dans des monastères où les manuscrits étaient abandonnés derrière des traités de patristie, d'exégèse, etc., et étaient dissimulés derrière ça, il faut lire ça, c'est complètement fascinant. Je vais terminer rapidement en vous rappelant que Pérugin est d'abord et avant tout un extraordinaire dessinateur, donc c'est plutôt un Florentin, que peut-être, quand vous retournerez à Florence, vous partirez à la recherche de cet endroit où personne ne va jamais,
qui s'appelle Santa Maria Maddalena dei Pazzi. Ça suppose, dans le temps, ça supposait déjà du travail, parce qu'il faut passer par le sous-sol d'une église pour réémerger dans un oratoire qui est complètement perdu. Il faut vraiment vouloir le trouver. J'ai emmené je ne sais combien de groupes là, qui sont toujours sortis de là absolument éblouis, mais c'est peut-être le plus bel ensemble de fresques de Pérugin. C'est absolument extraordinaire. Pérugin a réduit les présences et a libéré véritablement cet arrière-plan naturel qui, lui, tient probablement à la théorie atomiste de Lucrèce, je pense. Et il a évidemment disposé quelques présences, Saint-Bernard et la Vierge, Marie-Madeleine au pied du crucifix et Saint-Antoine. Les Pazzi, qui ont été peints entre 1494 et 1496, sont un des chefs-d'œuvre absolus de Pérugin, sur lequel il n'y a, je crois, aucun doute critique. Pérugin était capable de prendre en compte, par cette espèce de tétanisation du corps, comment dirais-je, la crispation fondamentaliste d'un Savonarole, ça c'est clair. Et puis vous avez chez Pérugin ces mélanges extraordinaires d'une éternelle adolescence, comme celle de Niccolò de Tolentino, ici sur la droite, et puis ce côté toujours un tout petit peu fantasque, hein, des boucliers, des armures que l'on trouve effectivement chez le Saint-Michel-Archange qui est à droite. Un des tableaux effectivement que personnellement j'aime le plus de Pérugin, c'est cette admirable apparition de la Vierge à Saint-Bernard, qu'il aurait fallu avoir le temps de comparer avec celle de Filippino Lippi à la Badia, mais nous n'avions pas le temps. Là aussi, vous voyez d'évidence que les architectures et les présences humaines ne sont là que pour rendre encore plus désirable cet espace à l'architecture purement naturelle et atomiste, libérée de toute présence humaine, qui constitue évidemment l'arrière-plan du tableau. Les détails sont superbes. Je vais en particulier attirer votre attention sur cette extraordinaire qualité des auréoles de Pérugin. Les auréoles de Pérugin sont très souvent des cercles dorés, et ces cercles dorés sont apparemment remplis de verre qui sont constellés de petits grains d'or. Je ne sais pas si vous voyez là, c'est un travail d'une finesse et d'une beauté absolument étonnante. Encore une fois, l'art de Pérugin est un art de la ligne, c'est un art de la sinuosité, et c'est un art qui probablement de manière extrêmement, pour l'époque troublante, mais ça n'a pas été perçu, consiste à montrer que l'architecture essentielle n'est pas l'architecture humaine, mais l'architecture atomiste du monde. Vous connaissez bien sûr ce tableau qui constitue évidemment l'affiche. Là aussi, Pérugin est allé chercher chez les gens du Nord, comment l'a-t-il connu, ça c'est très difficile, une perspective atmosphérique qui consiste à emmener l'ensemble du réel vers le bleuté des lointains que vous apercevez ici. Je n'ai trouvé finalement qu'un seul détail supportable de paysage à l'arrière d'un tableau, mais c'est un détail qui est beaucoup trop construit. Plus Pérugin avancera dans sa carrière, moins effectivement il construira. Et donc, ce personnage qui a, d'une certaine façon, probablement été la chambre d'écho de ce passage d'un monde dominé par la figure du saint à un monde dominé par les héros de l'aventure militaire ou intellectuelle. Ce personnage qui très probablement, effectivement, a fait de la nature même le lieu unique, à la fois premier et final de l'expérience humaine, sans que finalement l'homme puisse espérer autre chose que ce lieu à la fois présent temporellement et présent spatialement, il est aussi capable. Alors, est-ce que c'est la jeune femme dont nous parle Vasari, pour laquelle, évidemment, Pérugin dépensait des sommes folles, ce qui l'obligeait à travailler un tout petit peu à la chaîne, hein, mais en tout cas, il y a peu de portraits de femmes renaissants qui soient aussi beaux que celui-ci, même si, évidemment, Pérugin a dissimulé ce portrait qui est peut-être un portrait amoureux, sous une référence à Sainte Marie-Madeleine, puisqu'ici, vous le savez, est brodé en lettres d'or Santa Maria Maddalena, et il n'est pas impossible que le cadre soit d'origine, on n'est pas sûr. Je vous rappelle que les très grands peintres étaient d'abord des artisans, et souvent, effectivement, des ébénistes
qui faisaient eux-mêmes leur cadre, de manière à ce qu'il y ait, on retrouvera ça dans la période Art Nouveau, à ce qu'il y ait une sorte, comment dirais-je, de point d'appui mutuel du cadre dans le tableau et du tableau dans le cadre, et qu'ainsi la peinture associée au cadre soit une œuvre d'art totale. Je vous remercie.